vrai thriller, mais vraiment. Je n'ai pas l'habitude d'écrire des thrillers, mais j'espère que j'en ai fait quelque chose de bien, qui mériterait d'ailleurs d'être étoffé. Pour des raisons de sécurité, on a changé des noms. J'ai choisi 4 petits passages qui montrent quelle a été la vie, en fait. Il a mis longtemps avant d'accepter de fuir. Il a mis très longtemps. On est Mexico, 1963. Pedro a 8 ans. Il est accroupi à côté de la table basse dans le bureau de son père. Il s'amuse à faire bouger les personnages minuscules et les actrices dans la maquette qui est exposée. « Viens ici, Pedro, j'ai quelque chose à te montrer. Mais tu me promets que tu n'en parleras ni à ta mère, ni à tes frères et sœurs. Promets-le-moi. »« Je te promets, papa. » Don Fernando retire une petite clé du trousseau qu'il garde dans sa poche de pantalon et ouvre avec le grand tiroir de son bureau. Il en ressort une peau de chamois et une boîte rectangulaire. Il met la peau de chamois dans les mains de son fils qui manque de la faire tomber, c'est lourd. Regarde ce que c'est. Pedro déplie la peau beige et douce et découvre un Smith & Wesson, noir, brillant, attirant. Son père le lui retire doucement des mains, lui montre comment le charger et l'armer, puis le repose dans sa robe beige et le replace dans le tiroir. Cela pourra peut-être te servir un jour. Don Fernando, j'irai droit au but. Je sais que vous allez remporter le marché du complexe de Valbuena. Il y a 12 bâtiments, dont 8 immeubles d'habitation de 10 étages chacun, 3 bâtiments de bureaux, un de commerce et un cabinet médical. Dans 20 ans, tout ça sera détruit pour faire place à des résidences de luxe. Je vous en fiche mon billet. Alors, il n'est nul besoin de construire du trop solide. Vous mettrez plus de sable et de gravier et moins de ciment que d'habitude dans votre béton, et nous partagerons les économies ainsi réalisées. J'ai déjà fait un rapide calcul, cela nous fera une jolie somme à chacun. Sortez d'ici immédiatement. Comment osez-vous me faire une proposition pareille? Et devant mon fils en plus. Don Fernando, dressé, crie si fort que les 2 gardes du corps du seigneur Pesaro se sont précipités sur lui, craignant un geste agressif de sa part. Mais au même moment, 2 autres hommes accourent dans le bureau, les collaborateurs de l'entrepreneur qui ont vite compris ce qui se passe. Ce n'est pas la première fois qu'on essaye de corrompre leur patron. Puis, prenant son fils par un bras, il l'attire à lui et en le regardant droit dans les yeux. « Je compte sur toi, Pedro. Reste toujours intègre. Ce ne sera pas facile, mais tu y arriveras. » Pedro se souviendra toujours de ce samedi après-midi dans le bureau de son père. Alors après, il se passe plein de choses. Pedro grandit, Pedro se marie. Il a un enfant, Juan. Bon, ils sont très jeunes, le couple bat un peu de l'aile, ils ne fichent pas grand-chose, des petits jobs, des plumes. Et puis un jour, son père lui dit « Écoute Pedro, ça suffit, tu es père de famille maintenant, il faut que tu t'installes, il faut que tu aies un vrai job. Alors trouve quelque chose de sérieux comme fonctionnaire par exemple. » Et un jour, Pedro tombe sur une petite annonce. C'est le ministère de l'Intérieur qui recrute 100 agents d'immigration. On a licencié des tonnes d'agents d'immigration, tous plus corrompus les uns que les autres, donc on en recrute d'autres. Donc Pedro voit cette petite annonce, il s'inscrit pour le concours qui a lieu 2 mois plus tard. Et puis il s'en va à Cancun faire du skate, il s'en occupe absolument pas. Il arrive le jour même du concours, il n'a rien préparé et il est reçu premier, contre toute attente. Comme premier, il peut choisir son poste. Alors tout le monde lui dit, tu vas aller à Juarez, à la frontière avec les États-Unis, c'est là où ça rapporte le plus de fric, parce que c'est là que tout le monde veut passer en douce. Il dit non, moi je vais dans le sud, dans le Chiapas, Union Juarez, à la frontière avec le Guatemala. La veille de sa prise de fonction, Pedro, désormais célibataire, arrive à Union Juarez, le cheveu court, bien droit dans son nouvel uniforme un peu trop rêche, le pistolet au côté, fier de sentir sa carte d'accréditation dans sa poche de poitrine. Il porte une valise dans chaque main, dans son sac à dos son skate et un harmonica. Il s'attendait à être accueilli par 1 ou 2 collègues, si ce n'est par le délégué du département de l'immigration lui-même. Mais personne ne l'attend. Union Juarez est un bourg, souvent considéré comme la Suisse du Mexique, tant il est propre, charmant, fleuri et calme. Un seul hôtel, où descend la première dame quand elle se rend au Chiapas. Il y prend donc une chambre somptueuse. La vue est celle dont on rêve pour un voyage de noces ou un séjour de vacances en famille, avec la forêt au fond d'une prairie verdoyante où paissent quelques vaches tranquilles. Venant de la réception, une vieille chanson cubaine, et nada más, le ramène à la réalité. Después mira la realidad.
Tout ça veut dire, et rien de plus, alors regarde la réalité. Le lendemain matin, à 4h30, il se présente au bureau d'immigration pour prendre ses fonctions. Le poste est censé être ouvert 24 heures sur 24, mais personne ne semble même y dormir. Il attend dans un froid humide qui s'insinue jusque dans ses chaussettes et pour lequel il n'était pas préparé. Quand enfin un collègue arrive avec une bouteille d'aguardiente à la main, Pedro lui tend son accréditation pour se présenter, prêt à répondre à ses questions. L'autre s'envoie une première longue gorgée d'alcool, puis une seconde sans rien dire. Ce n'est qu'après la troisième qu'il tend la main à Pedro et lui fait signe de s'asseoir sur la seule chaise libre du bureau. Sous-délégué Ramirez. Pedro approche sa chaise et se tient bien droit. Ramirez avale une nouvelle gorgée de ce qui semble être son petit déjeuner favori. Je t'explique. Le délégué n'arrivera que le week-end prochain, alors prends le temps de t'installer. Bueno, pouvez-vous m'indiquer les tâches qui m'incombent? Pas compliqué, tu fais comme nous. Ils arriveront à partir de 7h30, par paquet de 3 ou 4, puis de 5 ou 6. Ils te donnent chacun un quetzal. Un quetzal égale $1 US. Tu leur donnes un laissez-passer de 24 heures. Ils viennent vendre leurs fleurs, leurs fruits, tout ça. Et ils repassent par ici en fin de journée. Ramirez prend encore une gorgée, regarde la bouteille à moitié vide, jette un œil sur Pedro, comme pour évaluer quel est le plus important de son vis-à-vis ou de la bouteille, et répond en soupirant, des fois, oui. Avec le nouvel arrivé, ils sont 4 dans le poste. Ramirez et 2 autres agents qui accueillent leurs collègues sans effusion excessive. Depuis 6 mois qu'ils étaient en sous-effectif, ça se passait très bien pour eux. Pourquoi leur a-t-on envoyé un bleu qui allait leur compliquer la vie? Ça se voyait tout de suite. Pedro comprend rapidement pourquoi sa venue ne déclenche pas l'enthousiasme qu'il escomptait. Au 3e mois, il demande un rendez-vous à la directrice générale du département de l'immigration qui lui avait dit en l'envoyant au Chiapas « J'ai envie de vous faire confiance ». À la fin du mois, ayant obtenu son rendez-vous, il monte à Mexico, se rend dans le bureau de sa supérieure, dépose devant elle un sac rempli de quetzal, sa part des revenus du trafic de laissez-passer, et sa lettre de démission. Alors qu'il commence à lui expliquer pourquoi il ne peut pas continuer à travailler dans de telles conditions, la directrice le coupe d'un geste et fait venir le directeur juridique, le sous-secrétaire et le directeur de l'inspection, afin qu'ils entendent ce qu'il a à dire. On fait avancer 2 sièges et apporter 5 cafés pendant que Pedro s'impatiente de pouvoir déverser toute son indignation et sa frustration. Les nouveaux arrivants l'écoutent, l'air gêné mais nullement étonné. Après l'avoir entendu, chacun serre la main du jeune homme et se retire sans commentaire. Le sous-secrétaire déclarant juste « on s'appelle ». La directrice attend que la porte de son bureau se referme sur le directeur juridique et se retourne vers son collaborateur. « Je n'accepte pas ta démission. J'ai besoin de toi. La corruption est l'action la plus déplorable qu'un humain puisse entreprendre. Si tu montes dans le train de cette bataille, ça peut te coûter la vie. Je monte dans ce train avec vous. » Il a enfin trouvé quelqu'un pour qui se dévouer. Bon, à partir de là, âme sensible, faire attention. Au Chiapas, après une année à l'aéroport de Mexico, une année ça a suffi, puis dans un autre État, puis il va intégrer la police judiciaire fédérale. L'odeur de corruption et de violence qui s'y étendait, comme dans de nombreuses autres villes du pays, l'ont poussé à s'en éloigner sans regret. Et régulièrement surveillé, il voulait montrer qu'il prenait ses distances avec ce fils si encombrant qu'était devenu Pedro, même si en pensée il en était plus proche que jamais. Petit aparté, il est devenu encombrant parce que d'abord il fait des enquêtes un peu partout contre la mafia, les narcos, etc. Il n'a pas d'autre choix que de partir, n'importe où, mais partir. Ce qui veut dire aussi laisser le Mexique qu'il aime malgré tout, sa famille, sa femme, sa fille, ses amis. C'est abandonner tout ce qu'il a tenté de créer pour lutter contre la criminalité. Procédures de sécurité, équipe anticorruption, réseau de journalistes, grâce auxquels ces révélations finiront par porter leurs fruits un jour. En prévision de son départ, il a demandé à des amis de conserver pour lui des documents importants, procès-verbaux d'interrogatoire, compte-rendu de tests polygraphes, lettres, coupures de journaux, toute sa vie de combattant des trafics et de la corruption. Il y a plusieurs kilos de papier qu'il ne veut pas emporter avec lui, ne sachant pas où il va se retrouver. Pour le reste,
tenant par une main Natalia qui l'accompagne avec sa petite charrette d'enfant. Il apporte 80 kg de papier à la déchetterie. Et puis 5 mars 2007, se sentant prêt, il se décide à partir le plus vite possible. Je vous remercie beaucoup. Bah, écoute, on a passé un bon moment, mais ça a été dur pour Francesco. Hein. C'était difficile tout ça, de vivre tout ça 2 fois, de me le raconter, et puis de le lire, et puis de le redire, etc. C'est toujours difficile. Hein.